Controversé mais toujours plus populaire, TikTok est le réseau social à suivre aujourd'hui. Il a su conquérir le cœur des jeunes, mais également l'attention des adultes. C'est pour ça que les marques doivent aujourd'hui se positionner sur cette plateforme. Et donc, comment le faire ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Axel et Clément. Salut Axel, salut Clément. Hello. Bonjour. Axel, tu es social media manager et tu es également créatrice de contenu via la chaîne Recettes VG. Tout à fait. Et Clément, tu es content manager à l'agence. Tout à fait. Axel, peut-être qu'on peut commencer justement par ta deuxième expérience, par celle de créatrice de contenu sur ton compte Recettes VG. Est-ce que tu peux nous parler ? Qu'est-ce qui t'a amené à la création ? En fait, de par mon métier social media manager, je suis amenée à accompagner des clients sur la partie réseaux sociaux. Et évidemment, ça n'a échappé à personne que TikTok fait beaucoup parler de lui depuis quelques années. Et en bonne trentenaire, j'ai évidemment téléchargé TikTok pendant le Covid. Et c'est aussi là où j'ai commencé à un peu me familiariser avec les codes. Et c'est vrai que j'avais tout simplement envie de proposer à mes clients plus tard et aussi de mieux comprendre la plateforme. Et pour ça, j'avais envie de publier. Et je trouvais que le meilleur moyen, c'était de monter ma chaîne et de créer quelque chose. Et je suis aussi passionnée de cuisine à titre personnel. Et comme je voulais pas être sur TikTok en tant que social media manager, je voulais tester sur un sujet random et me mettre un peu à la place d'un client lambda finalement. J'avais envie de tester ça. Je me suis dit que la cuisine, c'était un bon moyen de le faire parce que c'était quelque chose qui me passionnait. C'était aussi un sujet hyper prolifique. Et ça, j'ai assez vite compris que pour TikTok, il fallait quand même pas mal de volume de contenu, même si on y reviendra après. Ça peut évoluer dans le temps, mais en tout cas, j'avais le sentiment qu'il fallait beaucoup de contenu. Et la cuisine, ça reste un sujet hyper prolifique. On peut faire plein de choses et c'était un sujet avec lequel j'étais à l'aise. Donc, je me suis dit, banco, on va tester, on va faire un petit laboratoire d'expérimentation et je vais créer moi-même, en fait, une chaîne pour tester de monter, de publier, de tester différents formats. Et c'est comme ça que je vais apprendre comment ça marche et pouvoir ensuite le conseiller pour mes clients. Tout simplement. Il y avait vraiment une logique. Donc les deux casquettes sont très liées. Finalement, tu t'es mise à créer du contenu aussi pour toi apprendre pour pouvoir te nourrir en tant que social media manager. C'est une bonne métaphore. Oh là là, incroyable. Je la garde celle-ci. Ça a été quoi les bonnes pratiques, les bons réflexes peut-être aussi que tu as eu via ton métier pour lancer cette chaîne ? Il y a vraiment eu un gros travail de préparation en fait, même si on peut se dire que ça s'ouvre en 5 minutes et finalement il suffisait de faire ça pour tester. Je crois que mon métier, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, nous apprend tout le temps qu'effectivement il faut créer une stratégie et bien poser les choses. Et j'ai vraiment en fait, comme c'était un lab d'expérimentation, je voulais vraiment me mettre dans la posture d'un client. Et donc pour ça, j'ai vraiment, avant d'ouvrir ma chaîne, j'ai vraiment travaillé une stratégie, j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais faire, comment, quel angle je voulais donner. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais mon compte Recettes VG, c'est assez évident quand on dit le nom, mais ce sont que des recettes végétariennes. Et en fait, ça permettait de donner un angle, un compte de cuisine, alors qu'il en existe déjà beaucoup, évidemment, sur TikTok. Et puis après, j'ai créé et monté les premiers contenus que j'ai laissés en brouillon avant d'ouvrir la chaîne. Et j'ai eu vraiment, je crois qu'au moment où j'ai ouvert la chaîne, j'avais entre 15 et 20 contenus de préparer avant de les publier parce que ça me permettait d'avoir de l'avance. Et puis, ça me permettait d'être moins stressée aussi par le volume à donner parce que quand j'ai démarré, je mettais à peu près un contenu par jour, donc c'est quand même assez conséquent. Et que j'ai un autre métier à côté, donc il fallait jongler avec tout ça. Et puis c'est vrai que ce travail préparatoire, il m'a vraiment permis aussi de cocher ce qui me semblait être le mieux à conseiller pour des clients et de voir si ça marchait vraiment. Rien que le nom Recettes VG, en fait, c'était aussi stratégique parce que pour du SEO, le fait d'avoir Recettes VG, alors Recettes végétariennes, c'était déjà pris, sinon je l'aurais pris, évidemment. C'est pour ça que Recettes, c'est aussi au pluriel parce que pareil, Recettes VG, pas au pluriel, c'était déjà pris. Mais j'avais vraiment cette idée de réfléchir à un contenu qui soit déjà SEO friendly, qui soit déjà un peu réfléchi en amont. Et pareil, sur la ligne éditoriale, j'avais déjà réfléchi à des piliers de contenu. Donc, par exemple, des recettes en entier, des astuces, qu'une partie de la recette, par exemple, des hauls de course. Ouais, j'avais déjà posé un certain nombre de formats un peu récurrents. Et puis après, c'est venu en faisant. Parce que c'est pour ça aussi que je faisais le labo. En fait, j'ai eu
des idées qui sont arrivées en faisant. Il y a aussi des fonctionnalités que j'avais pas anticipées avant qui sont arrivées en faisant. Donc, c'est vraiment ça le premier apprentissage, c'est la partie préparatoire. Et puis après, de tester en fait plein de choses. Moi, j'ai fait exprès aussi de lancer quelque chose où j'incarnais pas forcément, on me voyait pas forcément à l'écran, tout du moins au tout début. Après, j'ai testé des formats où on me voyait, mais au début, on me voyait pas. Donc, j'avais pas de pression aussi du fait que on puisse, je sais pas me reconnaître, mais le fait qu'on me voit pas, en fait, ça me mettait aucune pression sur la création du contenu. Je pouvais me planter, il y avait pas de souci. L'idée, c'était vraiment de tester, quoi, d'avoir ce côté laboratoire que j'aimais beaucoup finalement. Ok. Ouais, donc il y avait dès le début quand même déjà une stratégie, un angle, ce que je retiens et qui peut aussi servir et pour des individus et pour des marques, le fait d'avoir un angle qui soit assez précis, peut-être pas juste ouvrir le compte d'une marque, mais commencer à avoir une ligne éditoriale un peu plus précise que ça. Ouais, c'est ce que je retiens de ton expérience. Oui, et ça servait en fait, au-delà de l'angle, évidemment, ça servait à une promesse. En fait, c'était vraiment de travailler et j'ai fait plusieurs contenus comme ça, où en fait, c'est des contenus très courts, mais où simplement j'annonce la promesse du compte. C'est-à-dire que je mettais une vidéo où on me voit juste cuisiner, on voit juste mes mains en fait qui sont en train de cuisiner, et dessus j'ai un texte qui dit bienvenue sur mon compte aujourd'hui. Ici, je cuisine des recettes sans viande pour des recettes végétariennes pour manger moins de viande et plus de légumes au quotidien. Et en fait, cette phrase, c'était ma promesse que j'ai réitérée sur beaucoup de vidéos. Parce que évidemment les gens ils ont besoin de comprendre tout de suite, et c'était un format qui permettait vraiment de recruter des abonnés. Ça, c'est un format que j'ai refait après, et à chaque fois c'était la même chose en fait, d'annoncer une promesse directement et qui soit très claire. Ça permettait d'avoir un angle différent d'autres comptes de cuisine, et ce qui permettait de recruter en fait des abonnés. Ok, ouais, t'as besoin aussi de cette récurrence, et puis c'est vrai que le passage à l'abonnement, et on va y venir, est un petit peu plus, et pas aussi automatique que sur d'autres formats, parce qu'on utilise beaucoup l'algorithme. Sur vraiment ce que tu produis, sur les vidéos que tu produis, ça a été quoi les différents apprentissages? Qu'est-ce que... La dynamique TikTok, c'est ça qui met la plus grande claque, très, très honnêtement, parce que c'est un rythme qui est très différent des autres réseaux sociaux, et surtout qui est hyper dynamique. Donc ça veut dire il faut cutter beaucoup. Je voyais même qu'il y a un outil qui s'est spécialisé, mais j'ai plus le nom, mais je pourrais le retrouver, où en fait on met une vidéo et tous les blancs, il les cut, mais de manière c'est direct, quoi. Donc en fait les gens ont même pas le temps de respirer, il faut que ça s'enchaîne. Et du coup dans le montage vidéo, c'est vrai que c'est à prendre en compte, quoi. Tous les blancs on les vire, et même sur l'écriture des vidéos, même si moi c'était des recettes, donc l'écriture elle prend pas beaucoup de temps forcément en amont, mais ça voulait dire chanter des parties de recettes par exemple, pour aller vraiment à l'essentiel, pour avoir le contenu le plus court possible et le plus efficace, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de place aux fioritures, il n'y a pas de côté très lifestyle. Par exemple, on pourrait se dire, sur de la recette, on peut montrer la belle vaisselle ou des choses comme ça. Pas trop, quoi. Là, il faut aller droit au but, quoi. C'est ça, faut vraiment envoyer. Et puis, c'est vrai que l'expérience TikTok mène à ça. Il y a quelque chose de très extatique, et presque parfois, au début, je trouve, il y a quelque chose qui m'a pris un petit peu de cours, quoi. Ouais. Et puis on se prend après assez rapidement, on se prend au jeu. Comment vous expliquez ça, justement? C'est à la fois des choses qu'on a déjà dit, voilà, YouTube déjà avait un petit peu ce côté jump cut très très rapide, donc ça fait un moment qu'on voit les contenus un peu s'accélérer. Je trouve que TikTok amène ça encore plus loin. Comment l'expliquer? Moi, j'ai envie de parler un peu de l'algo. On a beaucoup déjà évoqué comment aller sur TikTok, mais c'est vrai qu'il y a un algo qui est vraiment particulier. Au final, quand on arrive sur TikTok, on a ce fameux For You, enfin ce pour toi, où on a directement donc des vidéos qui sont définies par notre capacité à regarder d'autres vidéos, sur le temps qu'on passe dessus, sur les comptes que l'on suit et comment on interagit avec ces vidéos. Et surtout, je l'ai évoqué, le facteur vraiment X, ça va être le temps passé. Et ce qui est intéressant, au final, c'est qu'on a tous un algorithme différent. Chacun va avoir sa petite touche personnelle sur son TikTok. Si je regarde le tien, on n'aura pas la même chose. Le mien, il y a beaucoup de fans, enfin, en tant que fan de manga, c'est beaucoup des mangas qui remontent. Toi, j'imagine qu'il y a beaucoup de recettes VG, forcément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, et puis le producteur de contenu, mais le contenu lui-même qui devient une source de concurrence. Là où sur Instagram, ou surtout sur un YouTube qu'on pourrait concurrencer,
Là, on va plus s'abonner à une chaîne. Là, au final, petit à petit, l'algorithme s'adapte à ce qu'on cherche. Et au finalement, pour sortir un peu du lot, c'est encore plus un travail de snack content par excellence, où on doit vraiment être hyper impactant, hyper direct, très, très, très rapide. Ouais, si tu devais définir le snack content. Le contenu court, on va dire, c'est un autre sujet qu'on a déjà abordé dans UV. Non, mais quand même, terme technique de content manager, demande définition. Ouais, je suis attaché à ça. Contenu court, le snack content, au final, c'est l'apogée du snack content, c'est bien TikTok. Au final, un contenu court, hyper efficace, qui a pour objectif plus un côté impactant, pour une approche très notoriété pour une marque à la base. Et là, au final, on va être sur une démarche assez divertissante à la base, quand même, sur Insta Content. On peut aussi avoir une démarche pédagogique. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, TikTok, c'est basé avant tout sur le temps de visionnage des vidéos, ce qui fait que le nombre d'abonnés est pas si important que ça, en fait, pour l'algorithme sur TikTok. Et ce qui permet, en fait, de voir que des petits comptes, comme si je peux me permettre celui d'Axel, peut concurrencer des gros comptes sur le même sujet, qui sont les recettes veggie. Donc, il y a vraiment un intérêt pour TikTok aussi, pour les PME dans ce cadre-là, et on y reviendra par la suite sur d'autres aussi démarches de ce type-là. Sur le côté, pour toi, le fait que effectivement les vidéos soient poussées sans forcément que ce soit que à ta communauté. Sur les vidéos, on voit les stats, par exemple, et on voit d'où sont venus les gens qui ont visionné ou qui ont commenté. Et en fait, on voit bien que les pour toi, moi, il y a souvent entre 70 et 80% de personnes qui ont vu depuis les pour toi. Et j'en ai que 10 jusqu'à 30% qui viennent de mes abonnés. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut passer bien évidemment sur TikTok sur la partie abonnés, et on voit mais personnellement, je m'abonne à plein de comptes et j'ai tendance à rester sur le pour toi. C'est assez rare. Exactement. C'est pas le fonctionnement de l'algorithme. C'est aussi ce qui le rend si singulier, je trouve, c'est que tu peux, en tant qu'utilisateur, l'utiliser pendant des heures avec 0 abonnement. Et on va toujours réussir à te proposer non seulement du contenu, mais du contenu qui va devenir pertinent. Mais on peut totalement faire abstraction de la partie abonnement. Je pense que l'approche découverte et curiosité, elle est hyper addictive. Et c'est là où ils ont tout compris. Parce que tu as l'impression de toujours pouvoir trouver mieux ou toujours plus proche de ce que tu recherches. C'est assez fort pour ça. Exactement. Il y a une autre spécificité aussi qu'on a, je trouve, sur TikTok, si on doit le comparer à d'autres réseaux, c'est un petit peu l'esthétique, qui là aussi est très différente, très en rupture avec ce qui est devenu YouTube. Parce que YouTube l'était, je pense, avec quelque chose de plus spontané, mais c'est un peu perdu. Insta a toujours revendiqué, ou Pinterest, ce côté très, très esthétisé. TikTok, il y a quelque chose de très spontané. Est-ce que toi aussi, tu t'es allé vers cette création un peu plus raw comme ça, ou est-ce que complètement, et c'est aussi ce qui m'a poussé à lancer ma chaîne, c'est que je savais que je pouvais faire des choses assez maison, finalement, assez par moi-même, parce qu'il y a vraiment cette recherche d'authenticité qui était déjà un peu une vague un peu sur Instagram où on revient à ce côté très authentique, mais qui est vraiment dans l'ADN, je trouve, de TikTok, le côté très maison, le côté vraiment décomplexé et le côté fait par tout le monde, quoi, finalement. Et c'est vrai que, moi, je filme à l'iPhone, tout simplement. Je fais du montage sur CapCut, comme je pense 90% des créateurs de contenu. Mais on sent que c'est les gens qui recherchent ça. Et je voyais d'ailleurs pas plus tard que ce matin dans le train pour venir ici, une créatrice de contenu cuisine qui faisait un contenu vraiment pas très beau esthétiquement, qui disait puisque a priori le contenu très beau ça marche pas, là je vous fais une vidéo pas terrible, parce qu'elle avait dû faire un contenu avant qui était très esthétique, qui n'a pas marché, et du coup elle fait un truc moins bien, enfin moins esthétique, et pour voir si ça marche. Donc il y a vraiment ce côté très authentique qui est aussi intéressant, parce que ça veut dire que c'est beaucoup plus accessible. Et c'est ce qui fait que je pense qu'il y a une opportunité aujourd'hui aussi à se développer sur TikTok, parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Par contre, en termes disons que sur Insta, on a un peu perdu parfois le sens du contenu au profit de l'esthétique, et que finalement, TikTok, on est vraiment sur l'inverse. On s'attache vraiment au contenu, et le contenant, s'il n'est pas hyper beau, finalement, c'est pas très grave, quoi. Ouais, le fond avant la forme. Le côté do it yourself est assez incroyable, qu'il le garde encore TikTok, en fait, et qui reste une identité, et qui se différencie d'ailleurs beaucoup grâce à ça d'Instagram. Et Instagram doit bien songer un peu les ongles par rapport à ça, étant donné qu'au final, même s'ils ont intégré les Reels, TikTok garde son identité et a cette capacité justement à être plus accessible, comme tu l'as dit. Et donc, encore une fois, peut-être un peu plus facile à mettre en place pour une PME, si bien sûr, et le si est important, on respecte les fameux codes et normes de TikTok, qui sont essentiels tout de même.
Ouais, c'est ça. Il y a quand même il y a un cadre, il y a une stratégie, on l'a vu, il y a une tonalité à avoir, une esthétique. Mais c'est vrai que le réseau social est plus facile à aborder, en tout cas en termes de moyens. Il demande sans doute aujourd'hui moins de moyens. Est-ce que cette forme d'authenticité, de simplicité, tu la retrouves également dans les échanges que tu peux avoir avec ta communauté ? Je pense que cette forme d'authenticité et de proximité, ça aussi séduit une audience qui est beaucoup plus large et beaucoup plus hétéroclite je pense que c'est un des échecs d'Instagram, par exemple, c'est de ne pas avoir réussi à aller conquérir les personnes qui ont, je dirais, entre 45, 50 et la génération un peu après. Finalement, ils n'ont pas trop adhéré à Instagram parce que c'était pas leur génération, parce que finalement trop esthétique, et je pense qu'ils ont pas accroché, là où un TikTok a réussi à les accrocher. Et d'ailleurs, les premiers échanges que j'ai eus sur TikTok et les premiers abonnés, je voyais bien en commentaire, c'était merci, je m'abonne, merci beaucoup, super, des choses hyper bienveillantes, ça fait plaisir, mais c'est des choses qu'on voit pas forcément beaucoup sur Instagram, et c'est plutôt des choses qu'on voit, ou c'est plutôt des habitudes que je voyais sur Facebook il y a quelques années. Et c'est vrai que quand je regardais les profils qui s'abonnaient et qui mettaient ce genre de commentaires, on était plutôt sur une personne qui avait aux alentours des 50 ans, et c'était pas du tout la petite jeunette de 17 ans comme on peut penser sur TikTok. Et c'est vrai que ça a vraiment aussi renforcé l'idée pour moi que TikTok n'était pas du tout un truc que de jeunes, au contraire, et que ça avait séduit une génération qui ne s'est pas retrouvée sur Insta, mais qui se retrouve sur TikTok. Ouais. Et en termes de simplicité d'usage aussi, TikTok a quelque chose d'impressionnant. Il n'y a pas de compréhension de c'est quoi la différence entre la story, le post. Non. C'est t'ouvres, il y a du contenu et on te dit tu vas du bas vers le haut. Tu likes, t'enregistres, voilà. Je ne sais pas s'ils n'ont pas copié un peu l'approche de Snapchat. Quand tu ouvres Snapchat, tu as directement la caméra qui te filme. C'est un peu choquant, mais au moins, on voit clairement que Snapchat se positionne sur une approche créateur de photos, notamment de réalité virtuelle. Là, TikTok se positionne direct sur, bam, tu as la vidéo. Je trouve ça malin aussi comme approche UX. C'est ça. C'est un vrai parti pris UX fort, quand je trouve assez long aussi sur le réseau, et sur notamment la promesse de curiosité, en effet, que tu peux avoir en tant qu'utilisateur. Le format est beaucoup porté, l'algorithme est donc très présent, on le voit bien, donc c'est ce qui fait aussi que tu ouvres et tu rentres par ce fameux algorithme For You. Est-ce que ça impose des choses dans la création pour toi ? Il y a quelque chose que j'ai compris assez rapidement et que j'ai fait, mais qui n'était pas du tout dans mes habitudes pour Instagram, par exemple, c'est que la promesse que je disais tout à l'heure de manger moins de viande au quotidien et plus de légumes, c'est quelque chose que je disais au bout de 5 secondes dans la vidéo et de manière récurrente. Parce que justement, comme on a cette notion d'algorithme où en fait 80% des gens qui voient la vidéo ne vous connaissent pas, puisqu'il y a beaucoup moins ce côté communauté et attachement à la personne, mais contenu, mais en fait, il faut toujours partir du principe que la personne qui regarde la vidéo ne nous connaît pas et ne connaît pas ce qu'on fait sur notre compte. Donc en fait, cette promesse, il faut vraiment la redire au début, et très régulièrement. Ce qui est un peu déroutant au début, parce que quand on en filme 5 d'affilée, il faut le redire tout le temps, les gens, ils vont le comprendre. Mais en fait, non, partir du principe que vraiment 80% des gens ne nous connaissent pas. Donc, faut redire la promesse très régulièrement. Et ça, dès le début, parce que pareil, sur les vidéos, dans l'analytique, on voit le taux de rétention, donc à quel moment les gens décrochent. Autant dire qu'ils décrochent très vite. Enfin, en tout cas, sur mes vidéos, peut-être des gens moins, mais du coup, je savais qu'il fallait le faire dès le début, quoi. Et pareil, sur le système de montage, donc moi, je fais des recettes. Donc, j'ai un plan. Je fais pas plein de plans, je fais généralement un plan. Par contre, pour dynamiser, quand on n'a qu'un seul plan, faut cutter et faire des zooms. Et du coup, il y a un effet de caméra. Alors, c'est un nom, mais je suis pas monteuse, mais on me l'a déjà dit, mais je l'ai oublié. Et en fait, le côté d'avoir un zoom, il y a un effet qui fait que ça retient la personne. Et ça, je savais que pareil, il fallait le faire dans les 5 premières secondes, pour que les gens ils décrochent pas direct, quoi, parce que sinon c'est le swipe hyper facile, quoi. Donc vraiment cette logique de rétention, elle est hyper importante. Et après, c'est de jouer sur les formats plus longs, plus courts. La logique de rétention, je trouve qu'elle est encore plus vraie sur des formats un peu plus longs. Moi, je déterminais un peu 2 styles de format. Il y a les plus d'1 minute et les moins d'1 minute. Ouais. Aussi parce que quand on est créateur et qu'on appartient à la bêta, plus d'1 minute, c'est là où on commence à être rémunéré pour les vues. Moins, on n'est pas rémunéré. Donc forcément, c'est à partir de 5 000 abonnés, c'est ça, la bêta 10 000. 10 000, pardon. Ouais. 10 000, et après, il faut demander l'autorisation.
Et si ton contenu est original, ils t'acceptent. Mais c'est vrai qu'il y avait cette idée d'avoir soit des contenus plus exhaustifs, soit des contenus beaucoup plus courts qui viennent, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, la promesse du compte. On n'apporte pas de valeur ajoutée. On dit juste ce qu'on fait, mais les gens ils peuvent se dire « Ah ouais, c'est intéressant, donc je m'abonne ». Donc, il y avait plus des contenus avec un objectif de fidélisation, entre guillemets, ou d'engagement, et plus des contenus qui étaient liés qui avaient pour objectif de recruter des nouveaux abonnés, quoi. Et tout est une histoire d'équilibre, quoi. Ok, là aussi, oui, c'est assez rapidement. Il y a une histoire de ligne éditoriale, de qu'est-ce qui va être du tuto, qu'est-ce qui va être de l'astuce. Très vite, tu as créé des différents formats, différentes briques comme ça, ou c'est venu finalement un petit peu au fur et à mesure de la création pour toi? Non, dans le travail préparatoire, il y avait vraiment cette idée d'avoir des piliers comme le hall de course, les recettes intégrales, juste voir un plat, par exemple. Et après, tous les contenus très, très courts qui étaient dédiés à recruter des abonnements. Soit je les faisais sur des trends, par exemple, parce que c'était opportuniste, soit je les faisais parce que tout d'un coup, j'avais une idée où je me disais que ça irait bien, c'était du bonus, quoi. Donc la trends, si je me permets, la trends au final est vraiment un objectif justement opportuniste, comme tu l'as dit, c'est si ça correspond à ta marque, à ce que tu en fais. Pour moi, c'est vraiment une mauvaise pratique de faire une trend, une éditoriale sur une trend, parce que pour moi, oui, c'est de l'opportunisme, mais il faut faire les trends que si ça nous correspond, quoi. On voit des fois que c'est un peu tiré par les cheveux, qu'on a envie de mettre la trend, mais en même temps, il faut la raccrocher à la marque et ça va pas. Alors que pour moi, parfois, c'est un effet d'opportunité, il faut y aller, mais ne faire que ça, c'est pas... Okay. Je trouve pas que ce soit une bonne pratique. Finalement, comme sur Twitter, le fait qu'une marque puisse réapproprier un peu l'actualité en faisant du newsjacking, c'est plutôt une bonne pratique. Si elle venait à faire que ça, sans doute qu'il y a un moment où ça poserait un peu souci et puis ce serait un peu gros de temps en temps. C'est ça. Donc, faut le faire seulement quand ça a du sens avec parcimonie, je dirais. Juste, moi, j'ai à rebondir sur le côté fréquence que tu évoques. Tout à l'heure, tu disais que tu publiais notamment tous les jours. Et aujourd'hui, donc, tu publies un peu moins, de ce que je comprends. Tout à fait. C'est intéressant. Moi, justement, c'est une des peurs aussi qu'ont beaucoup d'entreprises avant de se lancer sur TikTok, c'est le volume nécessaire pour pouvoir être visible. Et j'ai vu une étude là sur le top 50 des marques françaises, notamment menée par Ogilvy, parce que j'ai préparé un peu ce podcast. Et c'est intéressant étant donné que donc le numéro 1 en termes de temps passé sur TikTok, c'est Netflix. Donc Netflix France, bien sûr, et McDo. Après, c'est Brico Dépôt et Burger King. Là où c'est intéressant, c'est que Netflix, il publie 11 fois par semaine. Là où Burger King et McDo et Brico Dépôt publient qu'une seule fois par semaine. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que la publication de McDo elle fait 4 fois plus de vues que les publications de Netflix. Ce qui veut dire que certes, la fréquence, c'est essentiel, surtout au début, je pense, mais à terme, en fonction aussi de la production ou de la justesse, on va dire, de ton contenu, étant donné que j'ai pas regardé tous les contenus de McDo, etc., mais on peut se dire que quand même, la fréquence n'est pas un frein obligatoire. Au bout d'un moment, on peut être sur TikTok et puis une fois par semaine si le contenu est pertinent. Et je préfère le dire pour rassurer aussi d'éventuelles marques qui seraient encore un peu peur de ça. Surtout qu'on entend un peu tout là-dessus. Moi, au départ, je me suis dit sur quoi je pars, parce que j'avais entendu qu'il fallait commencer par 7 par jour. Ouais, c'est ce que j'avais entendu aussi, c'est pour ça. 7 par jour. Les personnes ne sont pas créateurs de contenu pour dire un truc pareil, ou c'est leur métier, mais ils font que ça. Mais du coup, j'entendais un peu 7 par jour, il y en a qui disaient 1 fois par jour. Et en fait, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment ce côté un peu étude au départ, où il faut un peu... En fonction peut-être de la communauté que tu as aussi, du centre d'intérêt que tu as, de la niche que tu as peut-être. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il faut quand même démarrer un peu fort, le temps d'émerger. Et une fois qu'on a un peu une communauté déjà un peu naissante, on peut un peu redescendre. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé avec 1 par jour. Déjà, c'est un beau défi, 1 par jour. Déjà, ça fait pas mal de contenu à créer. Voilà. Ouais, déjà, je pense qu'en effet... J'en ai passé du temps dans ma cuisine. C'est ça fait déjà pas mal de temps à cuisiner, à monter. Ouais, c'est ça. J'ai un compagnon qui était très content. Par ailleurs, il m'a dit que c'était une très belle idée. Mais... Il a pris 10 kilos. C'est ça. Ton premier abonné, on sait qui c'était. Voilà, c'est ça. Et du coup, commencer un peu fort. Moi, j'ai fait une vidéo par jour. Et puis après, redescendre quand la communauté est un peu présente. J'ai eu de la chance que ça prenne assez vite. Donc, au bout d'1 mois, j'avais 10 000 abonnés. Au bout de 2 mois, j'en avais un peu plus de 20 000. Donc, c'est vrai que ça va très vite. Je pense que j'aurais pas eu ces résultats-là sur d'autres réseaux sociaux. Mais du coup, après, je pouvais redescendre un petit peu.
Et le nombre d'abonnés descend aussi avec. Est-ce que le contenu est, entre guillemets, froid? Est-ce qu'il peut revenir En fait, c'est tellement différent d'une vidéo à l'autre. Et parfois, c'est difficilement explicable. Pour être tout à fait honnête, il y a du contenu qui a pris, pour moi, qui était très basique, entre guillemets. Mais, par exemple, une des vidéos qui a très bien marché, c'était comment conserver ses herbes fraîches. Voilà, c'est une astuce. Et en fait, le côté astuce... J'avais quand même, dans le travail préparatoire, je savais qu'il y avait des contenus qui potentiellement pouvaient être plus viraux que d'autres, comme les hacks. On sait que les astuces, les hacks, ça marche bien. Et là, je pense que c'était dans mon top 10 des premières vidéos que j'ai publiées. Et là, celle-ci, elle a pris d'un coup. Et je crois qu'en une vidéo, j'ai pris plus de 8000 abonnés en 2 jours. Donc, je rafraîchissais mon téléphone. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais du coup, c'est vrai que oui, il y a des contenus qui fonctionnent quand même mieux que d'autres, quoi. Ça, c'est sûr. Et il y a une part de mystère, en effet, c'est assez fascinant d'ailleurs, là aussi, quand on regarde des pages de compte où des personnes peuvent avoir une vidéo où ça se compte en millions, alors qu'elles sont suivies par peu de monde, et derrière le reste de leur vidéo, il y a 1000 vues. Il y a quelque chose où vraiment, en tant que créateur de contenu, j'ai l'impression qu'on contrôle encore moins que sur d'autres réseaux. J'aimerais dire que j'ai la recette miracle, mais non, j'ai des contenus qui ont très bien marché et j'avoue que j'avais pas forcément la raison. Typiquement, le contenu dont je parlais tout à l'heure, où j'avais juste mis la promesse et on me voyait filmer derrière, franchement, c'était un test et celui-là, il a explosé. Il a explosé. Pour moi, la valeur ajoutée, pour le coup, il n'y en a pas, à part d'expliquer ce qu'il va y avoir sur le compte et que ce soit une promesse qu'on ne voit pas partout. Après, on peut expliquer qui est un peu toujours. tendance, etc. Il y a quand même un sujet qui parle aujourd'hui. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'inexplicables aussi, ça c'est certain. Je trouve ça assez fascinant. Il y a un autre format, en plus, qui est pas tout à fait une trend, mais qui est très utilisé, c'est aussi le fait de répondre en commentaire ou de réintégrer une part de contenu, une autre vidéo, ce format un peu duo. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as expérimenté et que tu conseillerais? Alors, il y a vraiment une part d'expérientiel, je trouve, qu'a réussi TikTok, qui existe en fait, parce que les formats duo et les formats commentaires en vidéo, enfin réponse en vidéo à des commentaires, ça existe sur Instagram en vrai, on pourrait le faire, mais c'est pas dans la culture. Alors que sur TikTok, il y a vraiment cette culture de la réponse en commentaire en vidéo. Qui fonctionne très bien. Et c'est quelque chose que j'essayais d'anticiper, parce qu'on sait que du coup, comme c'est une fonctionnalité de TikTok, plus on utilise les fonctionnalités d'un réseau social et plus il va être content, a priori. Donc, par exemple, quand je faisais une recette, je prévoyais plusieurs vidéos liées à cette recette. Et par exemple, j'avais une première vidéo, c'était la recette qu'on voit juste et qui donne envie, mais on ne donne pas la recette globale, on donne le résultat. Et je tournais quand même la recette, je la montais, mais j'attendais que sous la vidéo où je montrais la recette, on met « Est-ce qu'on pourrait avoir la recette ?» pour pouvoir utiliser ce commentaire pour ensuite publier la recette. Et comme ça, j'anticipais un peu ce type de contenu. Et sur les duos, c'est vrai que ça marche bien aussi. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas les duos, c'est-à-dire qu'on prend une vidéo, par exemple, je prends une vidéo qui a très bien fonctionné d'une créatrice de contenu, et je l'ai fait sur une vidéo, par exemple, qui montrait comment une astuce pour éplucher des poireaux. En fait, je reprends une partie de cette vidéo en duo, donc avec une fonctionnalité prévue par TikTok. Je mets juste un tout petit bout de cette vidéo où elle montre son astuce et après je dis moi je vais la refaire pour montrer pour voir si ça marche ou pas. Et je la refais et je dis ouais ok ça marche ou non c'est un gros fail. Et en fait ça c'est des choses qui fonctionnent bien et c'est aussi un peu tactique parce que forcément quand on prend une vidéo qui a été très vue et qu'on la reprend pour faire son propre contenu, TikTok il aime bien aussi quoi. Et en termes de visibilité ça marchait plutôt bien. Là aussi, il faut être bon élève avec TikTok. Forcément, il faut jouer le jeu de l'algorithme. Là, même sur Insta, les fonctionnalités story, il faut les prendre en compte, etc. Et ça a toujours été... c'est pas pour rien, au final, que les algorithmes mettent à disposition des outils. C'est tout l'intérêt, c'est de les utiliser. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est intéressant, c'est il y a des commentaires sur TikTok. On pourrait penser qu'au final, c'est un peu devenu une chaîne de télévision, entre guillemets, étant donné à la YouTube où on scrolle. Et justement, par rapport à ça, c'était une des a priori que j'avais peut-être sur la plateforme. Et j'ai vu une nouvelle étude de We Are Social qui notamment souligne que le taux d'engagement moyen de TikTok, c'est 8,5%. Là où, Twitter 0,05%, Facebook 0,07%, Instagram 0,65%, là où YouTube 1,7% et LinkedIn 2,6%. Alors c'est que des tendances, le taux d'engagement, ça nous permet juste de savoir justement la capacité à engager sa communauté ou en tout cas à engager des personnes qui ont atteint
le contenu en question pour voir s'ils interagissent avec. Et c'est vrai qu'à première vue, je pensais vraiment qu'on avait cette... en tant qu'utilisateur, moi j'ai tendance quand même à beaucoup liker, à m'abonner, à beaucoup scroller et éventuellement liker, mais je commande peu. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même aussi des commentateurs, des gens très engagés sur TikTok. Ça, je trouve ça intéressant. Ah bah, complètement. Moi, je recevais quand même pas mal de commentaires, dont des commentaires avec des questions dont les gens peuvent avoir la réponse très facilement sur Google. Mais quand on parle de SEO friendly sur TikTok, c'est vrai. Et c'est vrai aussi en commentaire, parce que les gens, ils peuvent poser des questions. Par exemple, j'avais fait une recette sur de la vinaigrette. Et les gens, ils me demandaient, est-ce que je peux remplacer l'huile d'olive par de l'huile de noix, par exemple? Oui. Et en fait, il y a aussi quand même un gros courant, et je pense que ça, c'est vrai aussi dans la cuisine, sur le fait que les gens, ils posent des questions dont ils pourraient totalement avoir la réponse par eux-mêmes, mais le côté interaction fait que, le réseau social, en fait, fait que les gens, plutôt que de chercher sur Google, ils posent la question, quoi, tout simplement. Il y a une part de confiance aussi, sans doute, de te demander à toi. T'as une légitimité, hein, malgré tout, qui s'assoit aussi avec la communauté que tu crées. C'est ça. Et c'est vrai que TikTok devient aussi, pour certains, presque un moteur de recherche ou justement aussi pour confirmer des informations, ce qui n'est pas l'utilisation pareil que je peux avoir et qu'on a naturellement, sans doute. On vient plus chercher du divertissement, du contenu. J'ai l'impression que de plus en plus, il y a une recherche active via la barre de recherche. C'était d'autant plus vrai dans les recettes, parce que je pense que potentiellement on recherche plus, recettes d'hiver par exemple, et ça je prenais vachement en compte, je prenais beaucoup en compte dans l'écriture du texte qui va avec ma vidéo, sur les hashtags, et encore qu'ils ont enlevé une fonction TikTok. Avant on pouvait mettre un hashtag et ça nous mettait les recherches liées approchantes au hashtag, et je crois qu'ils le font plus, ça, parce que j'ai regardé la dernière fois. Dommage, c'était bien. Ils ont un peu fermé, même avant il y avait moyen de voir les trends qui était vraiment très en avant. Ça y est, ils l'ont gardé pour eux. Ils se sont dit que finalement, ça avait peut-être un peu de valeur. Je pense que c'est pour les vendre derrière. C'est clair, ça va se payer. Ils sont malins là-dessus aussi. Tu sens qu'ils ont bien compris aussi que justement, puisque des marques arrivaient, il y avait également d'autres enjeux. On a vu pas mal de bonnes pratiques à avoir. Donc justement, si maintenant on se projette moins sur la création de contenu pour un individu, mais plus pour une marque, donc pour qu'une marque se lance, on a vu qu'il y avait un enjeu de préparation, on a vu qu'il y avait un enjeu de rythme, de SEO, là encore on l'évoquait, et c'est vrai que ça revient assez régulièrement. Est-ce que vous auriez d'autres conseils pour qu'une marque puisse se lancer sur TikTok ? Je peux donner des mauvaises pratiques. Mais c'est souvent un bon moyen. C'est plus facile. Un bon moyen aussi de connaître les écueils. En fait, je vois pas mal aussi de marques qui se lancent, parce que forcément, j'y suis aussi pas mal pour regarder ce qui fonctionne. Et je trouve que la mauvaise pratique, c'est vraiment de confier le TikTok aux stagiaires et de faire que des trends. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient et je trouve qu'il donne pas de valeur ajoutée. Ok, vous allez être présent sur TikTok, vous allez pouvoir dire que vous avez un TikTok, mais en fait, par exemple, quand on fait une trend basique, mais quand on fait une trend, on va pas pouvoir donner la promesse du compte, parce qu'on n'est pas là. Une trend, il faut répondre à une logique, une musique, et puis une logique qui va avec la musique. Donc, on n'est pas là pour imposer son contenu et sa ligne éditoriale. Donc, par exemple, on va pas pouvoir vraiment expliquer ce qu'on fait. Donc, faire que des trends, pour moi, c'est pas vraiment une bonne pratique. La bonne pratique, pour moi, c'est vraiment de faire effectivement une strat, de se poser, et puis de pas forcément chercher à mettre ce qu'on a sur un TikTok, mais plutôt de réfléchir à un vrai contenu sur de TikTok et sortir en fait des bureaux, faire des choses dans la vraie vie. Moi, quand on me demande un exemple, je donne souvent Cézanne, par exemple, qui faisait pas mal de happening quand ils ont ouvert, par exemple, une boutique à New York, qui faisait du happening pour amener un peu la French Touch aux États-Unis. C'était hyper réussi, ça fonctionnait bien, mais parce que c'était un relais de quelque chose de vrai à la base, de quelque chose de qui était ancré dans la réalité. Et du coup, on sortait des bureaux pour aller vraiment à la rencontre des clients. C'est ce qui fait, je pense, le succès des micro-trottoirs aussi, qu'on voit pas mal. C'est des choses qu'on fait dans la vraie vie et qui sont relayées sur TikTok, mais c'est pas du recyclage d'autres contenus. Par exemple, de voir des pubs qui pourraient passer à la télé, croppées en 9/16e et mis sur TikTok. C'est vraiment ça marche pire. nulle part, ça. Voilà, ça marche déjà pas sur Instagram, mais ne le faites pas sur TikTok, encore moins. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment...
ça, en mauvaise pratique, serait de se lancer comme ça, en mode non, mais il n'y a rien à perdre. Et puis, voilà. On peut tester des choses, mais il faut quand même les faire dans la forme avec un peu d'anticipation. Mais c'est marrant, au final, s'il y a une bonne pratique que je retiens, moi, c'est quand même aussi réfléchir à comment incarner sa marque et comment prendre la parole sur sa marque. Tu as évoqué le micro-trottoir qui est super juste comme manière de faire, on va dire, un peu du it yourself, qui fonctionne très bien, notamment à travers beaucoup de créateurs, qui d'ailleurs limite une trend à un moment d'aller sur du micro-trottoir, et il y a beaucoup de marques qui s'y mettent, pas tous de manière très, très intéressante. On va retenir, là j'ai en tête Durex qui va interroger les jeunes sur leur vie sexuelle en micro-trottoir. C'est toujours un contenu un peu croustillant, donc ça fonctionne bien. Et aussi j'étais surpris de voir Swile, qui a créé sa marque média Daily Swile, qui est sur TikTok, et vu que c'est une marque un peu B2B, j'ai trouvé ça intéressant aussi qu'ils aillent au contact des jeunes et des moins jeunes sur on va dire les problématiques RH sur TikTok. Intéressant pour ça. C'est intéressant ce décalage, de voir qu'ils auraient pu rentrer vraiment directement par ce qui est quand même souvent la clé d'entrée de Swile, de la carte ticket resto, justement faire un lien avec la nourriture. En plus, ça aurait été assez facile. Et qu'ils aient ce décalage de se dire non, on va parler des problématiques liées au travail, au RH. Je trouve qu'il y a aussi une forme de maturité là-dessus, en effet, à pas juste jeter ses produits sur la plateforme. Clairement. Et amener un terme qui est souvent revenu en fait chez toi, Axel, de promesses, de valeur ajoutée, de se dire ok, il faut qu'on arrive à amener quand même une forme de contenu presque de médiatique avec une valeur ajoutée, quoi. Pas sortir du côté très produit. De toute façon, ça marche pas si on n'est que tout le temps produit. Sortir vraiment pour parler de l'univers, amener des choses. Je pense que le micro-trottoir, il fonctionne bien aussi parce que par essence, TikTok, il s'est aussi fait connaître par toute la partie story time. Qui a beaucoup été développé. Donc, Storytime, c'est des anecdotes que les gens racontent. Et en fait, le micro-trottoir, souvent, c'est un peu ça. C'est tu racontes une anecdote. Et voilà, pouvoir orienter des anecdotes avec un micro-trottoir pour, en fait, faire un amoncellement de Storytime. C'est pas très joli dit comme ça, mais voilà. Et c'est aussi s'approprier les codes, en fait, de TikTok pour ça. Et c'est vrai que, pour moi, les bonnes pratiques des marques, c'est vraiment de sortir du produit et de vouloir aller donner, apporter de la valeur ajoutée sur l'univers dans lequel s'inscrit le produit. Mais c'est vrai que les marques, parfois, elles sont pas toujours prêtes à entendre ça, parce que ça veut dire qu'on va créer du contenu qui parle pas forcément du produit, qui cite pas forcément la marque, même si elle est attachée au compte, et faut l'accepter, quoi. Faut avoir une certaine maturité pour comprendre que si, ça a un intérêt. Malgré tout, il y a quand même des marques, par exemple, là, je pense aux collaborateurs qui prennent la parole ou aux équipes qui arrivent, entre guillemets, à être présents sur TikTok en gardant les codes. Ça sort beaucoup sur les trends quand même. Dans ces cas-là, je pense à des Cultura ou à des Brico Dépôt qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est une référence, ou même Fitness Park. Je suis amateur de salle de sport, et au final, ils vont aussi faire des tutos en demandant, on dirait pas comme ça, je sais. Quoi qu'il en soit, ils vont demander à leurs collaborateurs et donc ambassadeurs presque de devenir ils vont faire leurs tutos en fait directement sur TikTok. Et là, tu vois, on présente le produit, mais de manière assez authentique aussi. Il y a peut-être une manière en passant par des entre guillemets influenceurs ambassadeurs, en fait, tu as peut-être manière de faire parler ta marque autrement. Bon, là, il faut juste que tes collaborateurs soient prêts à le faire, ce qui est pas simple non plus, et qu'ils savent le faire avec les bons codes et qu'ils soient pas le stagiaire. Enfin, tu vois, il y a quand même une méthode aussi. Mais si on revient aussi sur les bonnes pratiques, moi, je m'intéresse toujours aux médias quand on parle de contenu. Et c'est vrai que j'ai été surpris de voir l'Alternative économique, qui est donc un spécialiste sur l'économie, un média à la base pas forcément destiné aux jeunes d'ailleurs, mais qui vont transformer leurs articles en mettant en scène des Playmobil, avec une approche très créative aussi, et qui est assez ludique. Donc on arrive encore une fois peut-être à être pédagogique sur TikTok avec des contenus assez complexes. Là où pareil, j'ai découvert Urbania, qui est un média québécois qui veut rendre extraordinaire l'ordinaire, comme ils disent, et justement ils y arrivent super bien. C'est un modèle de créativité sur TikTok. À la base, TikTok aussi vendent un peu là-dessus, hein. Leur créneau, c'est la porte à la créativité, et c'est intéressant de voir comment les médias se leur approprient, là où des quotidiens font des trucs très classiques, ils vont reprendre leur contenu, etc. Je pense qu'il y a aussi une part de réflexion à avoir, c'est comment je peux développer ma créativité en tant que média ou en tant que marque sur TikTok, et c'est là où tu peux sortir ton épingle du jeu aussi, je pense.
Ouais, le cas alternative économique est vraiment intéressant parce que pour être lecteur quand même pour le coup du magazine, c'est pas Playmobil à la base, c'est quand même pas évident. Et ceci dit, je pense que c'est une bonne chose pour eux d'avoir fait aussi ce pas de côté. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées sur TikTok, sur les fonctionnalités, dites-moi. Justement, il y a une chose au travers de l'UGC, User Generated Content, donc les contenus réalisés par les utilisateurs. Au final, ça devient un peu le paradis de ça sur TikTok. Et étant donné que, au final, comme on l'a pu le voir, les influenceurs, entre guillemets, n'ont pas forcément plus de visibilité que les petits créateurs. De plus en plus, on peut voir des marques permettre de donner des échantillons ou permettre de connaître les produits à certains pour qu'ils puissent mettre en valeur, en fait, tout simplement ces produits dans une situation, on va dire, quotidienne. Et là, c'était un peu comme à notre époque, il y a 10 ans, on regardait les commentaires sur les plateformes d'e-commerce. De plus en plus, l'utilisation du GC permet aussi de trouver cette authenticité. Et ça devient vraiment une référence un peu à la manière aussi du SEO friendly, comme tu le disais. C'est quelque chose qui est très utilisé et ça peut être pas mal pour les marques de chercher ça. Je voyais une bonne pratique là-dessus sur Nocibé, par exemple, sur son site. Et je crois que Sephora le fait aussi, parce que la beauté, c'est quand même un gros sujet aussi sur TikTok. Et il y a vraiment des produits qui buzzent énormément suite à des UGC, par exemple. Et sur Nocibé, il y a vraiment une catégorie sur leur site vue sur les réseaux sociaux et on voit tous les produits qui ont vraiment buzzé, notamment sur TikTok. Et c'est vrai que plusieurs fois, moi j'ai regardé des produits et effectivement, ils étaient sold out parce qu'il y a une vidéo qui a surperformé, quoi. Donc l'influence, je pense qu'elle est réelle, notamment sur des sujets comme la beauté qui sont vraiment très prédominés par les influenceurs, quoi. Puis ça y est, on a pu le voir en magasin, on a vu des petits vues sur TikTok. Ça y est, c'est arrivé. Là aussi, sans doute qu'une vidéo a dû vraiment émerger et donc ils ont créé ce repère en magasin. Là aussi, ça en dit long sur l'influence que peut avoir aujourd'hui TikTok, de voir à quel point ça peut irradier sur les autres réseaux sociaux à qui assez rapidement, quand on parle de TikTok, on est obligé de les comparer. De comparer ce réseau social aux autres, et on voit ça y est, de toute manière qu'il est copié. Pour vous, comment on va pouvoir évoluer TikTok, et puis en quelle mesure ça va changer aussi les autres médias sociaux pour vous? Pour moi, c'est vraiment une question c'est toujours difficile de répondre à la question du futur des réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est ma dernière question. C'est la plus dure. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Je regrette un peu que chaque réseau social un peu se copie trop et perde un peu sa singularité, alors que je trouve que chacun a quelque chose à défendre. Et moi, j'aimerais bien sauf Facebook. Voilà, sauf Facebook. Mais moi, j'aimais bien le côté très esthétique d'Instagram, comme j'aime bien le côté authentique de TikTok, comme j'aime bien les contenus beaucoup plus longs, par exemple, sur YouTube. Mais bon, c'est pas moi qui décide, hein. Donc, au final, chacun se copie un peu. Moi, j'aime bien dire qu'il faut voir aussi comment eux évoluent et ce qu'ils vont proposer. Il y a des choses qui prennent, des choses qui prennent pas. On a vu, par exemple, des réseaux sociaux qui se sont développés pas mal sur l'audio. Finalement, ça a eu un gros bout. C'est Clubhouse. Ah, c'est ça. Ouais. Et finalement, c'est retombé. Donc, bon, ça dépend. Je pense aussi que franchement, c'est les créateurs qui font aussi évoluer les concepts. Quand on voit une Lina Situation, par exemple, sur YouTube, qui a cassé pas mal les codes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent aussi de elle, son propre contenu. C'est elle qui influence un peu les autres créateurs. Donc, je crois beaucoup au fait que les créateurs eux-mêmes vont changer les formats. Et puis après, c'est une autre alternative pour les marques. Je pense qu'il faut se poser la question, effectivement, de où on doit être. Et peut-être que ça va faire émerger la possibilité de faire des choix plutôt que de vouloir être partout, tout le temps. Vraiment se poser la question de où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on est en capacité de créer comme contenu. Parce que YouTube, on l'a longtemps vu pour les marques, par exemple, comme une plateforme de vidéo, mais juste d'hébergement de vidéo. Ouais. Alors que finalement, il y a un vrai potentiel de réseau social aussi. Mais il faut s'investir. À quel prix, et voilà. Et finalement, peut-être que TikTok, on est un peu à ce virage-là où en fait, on se rend compte que oui, les marques peuvent y aller. Il y a une vraie opportunité, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe quel code, et surtout pas en reprenant ce qu'on a fait sur Instagram
Instagram, quoi. Ouais, je rebondis très bien, tout à fait sur ce que tu viens de dire, notamment. C'est bien, très bien. Ouais, c'est bravo, 20 sur 20. Non, mais juste, j'avais lu, c'est une étude TikTok, ça m'a fait marrer, qui disait 70% des PME françaises présentes sur TikTok affirment que la plateforme leur a permis d'élargir leur clientèle. Bon, en soi, je ne sais pas si le chiffre est vrai, mais je pense que c'est tellement plus accessible d'aller sur un TikTok pour une PME que sur YouTube, par exemple. Même si, voilà, on l'a dit, YouTube Short s'est mis à faire du contenu court. Et peut-être que ça va permettre de développer une manière ou d'une autre un contenu différent sur YouTube. Mais voilà, tout le monde se copie, c'est clair. TikTok reste malgré tout unique, que ce soit à travers son utilisation, à travers ses codes et à travers la capacité à tester des choses. Et c'est là où je pense que s'il arrive à garder cette identité-là, parce qu'on ne sait pas ce que ça viendra demain, aujourd'hui, il donne la possibilité de faire des vidéos de 10 minutes. Donc, il commence à essayer de grignoter les parts de marché de YouTube. Est-ce qu'à terme, ça ne va pas justement dévoyer son identité ? À voir. Au final, c'est très difficile de voir quel est l'avenir des réseaux sociaux, étant donné que rien que l'avenir de demain tout court est un peu frileux de savoir comment va se passer les jours à venir. Et TikTok aussi, d'ailleurs, juridiquement parlant, la Commission européenne, le gouvernement américain ont limité ont interdit l'accès d'ailleurs à cette application pour les différents membres de ces institutions. Donc, juridiquement parlant, c'est un peu spécial. Éthiquement parlant, on peut se poser la question aujourd'hui. Donc, TikTok a mis en place les 60 minutes maximum par jour pour les mineurs, en étant très bien conscient qu'il y avait un temps passé qui était beaucoup trop long sur son application, en tout cas d'un point de vue éthique, encore une fois, et même santé mentale, étant donné qu'on l'a pas évoqué le chiffre, mais je crois que le temps passé moyen par mois sur TikTok, c'est 22 heures, là où sur un YouTube, c'est 12 heures. Donc on double le temps passé. Ce qui fait qu'effectivement, bien évidemment, est-ce qu'une marque qui va sur TikTok se doit poser la question de participer à ça? Bon, là, c'est une autre question, encore une fois, c'est d'un point de vue éthique et on ne va pas lancer le débat en fin de podcast. Mais il y a quand même des freins évidents sur TikTok à se poser comme question. Malgré tout, rien ne m'empêche de tester cette plateforme en y allant, en sachant quoi faire. Tu as évoqué qu'il y avait un besoin de trouver un équilibre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de réseaux. Comment choisir le bon, comment ne pas vouloir être partout parce que être partout c'est mal faire. Donc en fonction des objectifs et des cibles, clairement il y a une évidence qui peut être intéressante sur TikTok en fonction de ce qu'on veut faire, et peut-être que se rapprocher d'une agence, ça peut être intéressant pour ça d'ailleurs. C'est sans doute un bon moyen. C'est encore un réseau social qui représente une opportunité parce qu'il n'y a encore pas beaucoup de monde en fait en tant que marque. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui sera plus viable peut-être dans 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que s'il faut se lancer, c'est un peu maintenant. Ouais. Tout comme les influenceurs, ça a rebalayé les cartes. Les influenceurs d'Instagram qui viennent sur TikTok sont pas du tout les number one comme sur Instagram, et inversement. Donc c'est sûr que c'est une opportunité, mais il faut se poser vraiment la question de comment y être présent, mais comme n'importe quel réseau social finalement. Ouais. Mais oui, parce que je n'ai pas les stats, mais je pense que Brico Dépôt n'est pas la 3 ou 4e marque sur Instagram. Non, je pense pas du tout. La plus suivie par exemple. C'est quand même assez hallucinant, ça montre bien qu'ils ont su aller tôt et avec vraiment une promesse qui doit être, j'imagine, assez forte sur justement le côté tuto, astuces, hack, en tout cas. Pour moi, on a parlé des générations de 50 à peu près qui étaient sur TikTok, et il y a aussi toute la partie masculine qui était quand même pas hyper engagée sur Instagram. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs marques dont la clientèle est plutôt masculine. C'est pas évident d'aller les chercher et de les faire engager. Là où sur TikTok, ils sont plutôt présents et ils sont plutôt actifs. Donc, pour moi, TikTok a aussi une opportunité sur cette cible-là qui est un peu difficile à aller conquérir sur Instagram et qui est vraiment très présente et assez active sur TikTok. Voilà. Intéressant aussi d'avoir cette ouverture sur une autre cible pour le fait de pouvoir aller, et pas nécessairement donc que des jeunes. Non. C'est la conclusion, c'est la belle conclusion. C'est pas que pour parler pour les jeunes. C'est ça, c'est quand même l'un des premiers a priori qu'on peut avoir sur cette plateforme. C'est faux. Il n'y a pas que de la danse. Non, pas du tout. Il y a également donc des recettes VG. Donc si on veut aller te suivre aussi sur le compte recettes VG sur TikTok. Exactement. Merci beaucoup Axel, merci beaucoup Clément. Merci à vous. Merci. Et puis merci à vous tous d'avoir suivi ce podcast sur TikTok. On parle de plein d'autres sujets, de contenu, de social media, sur d'autres interventions UV. Vous pouvez les retrouver sur notre site thelinks.fr. À bientôt.